je viens de la poésie, mais également du slam auquel je m'essaye, mais également de certaines nouvelles que j'ai écrites et en fait, j'ai un peu du mal à cet étiquetage des genres et le besoin de lier à un genre et c'est tout l'enjeu d'ailleurs du texte et en fait, mon but, c'était aussi de me détacher de ces cases dans lesquelles on met les gens et d'être un peu sur un spectre où en fait, il y a une liberté qui apparaît. Mona Lira ou pas? Mona Lira, ici et là. Mona Lira à haute voix. Mona Lira la tête en bas. Mona Lira avec toi. Mona Lira, partout où que l'on soit. Mona Lira avec les yeux, les oreilles ou les doigts. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis malvoyante et, signe particulier, j'adore la lecture. J'anime Mona Lira, le podcast de la médiathèque numérique accessible monalira.org. Mona Lira met à disposition des livres en coloration syllabique, grand caractère, audio avec ou sans texte synchronisé, braille numérique, langue des signes française et plein d'autres formats pour les personnes empêchées de lire les livres imprimés du commerce en raison d'un handicap. Tous les mois, je vous propose une heure d'échange avec un auteur, une autrice ou une personnalité du monde littéraire. On y parle des œuvres, de comment elles se créent et de littérature sous toutes ses formes. Parce que la lecture est une passion qui rassemble, quelle que soit notre façon de lire. Pouvoir lire autrement est un droit. Mona Lira est la médiathèque numérique qui y pourvoit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de Mona Lira, le podcast de la médiathèque monalira.org. Aujourd'hui, Mona Lira avec Velia Ferracini. Bonjour Velia. Bonjour! Velia, tu es une jeune autrice sédunoise, originaire de la ville de Sion, dans le canton du Valais, en Suisse romande. Et on t'accueille aujourd'hui pour parler de ton tout premier roman, paru chez Encre Fraîche en février 2025, Lave mes cendres, un roman de 270 pages, 3h21 en audio, qui aborde plusieurs thématiques, dont celle du deuil, de l'acceptation, de la visibilisation de causes particulières, notamment des cases et des cages qui nous enferment, par exemple celle du genre, mais aussi celle de la condition féminine de manière générale. Velia, tu as un parcours qui, pour tout dire, est très similaire au mien, parce que tu as un master en français et en histoire. Aujourd'hui, tu es également doctorante et tu travailles comme assistante à l'Université de Fribourg pour notamment visibiliser une collection de littérature suisse. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, déjà. Et puis, en fait, je travaille sur la collection CH, qui est une collection qui, chaque année, traduit, environ 8 ouvrages de la littérature suisse, depuis les années 70 et donc l'enjeu de ma thèse, c'est notamment de cerner, quels choix ils font de littérature suisse et quels nouveaux imaginaires ça peut essayer de créer, donc sur cette littérature suisse, pour se détacher un peu des cadres qui sont habituellement posés. On devine effectivement que tu as, une sensibilité très importante à la question de comment en sortir de ces fameux cadres. Tu parles d'ailleurs régulièrement dans ton roman de cases et notamment de cases prison, de cases cage. Tu fais d'ailleurs énormément de jeux de mots dans ton texte et de travail sur des mots qui ont des sonorités, similaires ou qui varient légèrement. Toi qui as fait des études en littérature, j'imagine, on n'est pas là pour, parler de mots compliqués, mais généralement ces termes, on les appelle des paronymes. Tu parles par exemple de veuf et neuf à un moment donné, on en parlera puisque c'est une thématique importante, le deuil dans ce roman. Tu viens de la poésie et effectivement, tu es souvent présenté comme ça dans la presse puisque tu as reçu le prix de l'Académie romande 2024 pour un recueil paru en 2023 aux éditions des Fleurs en Valais qui s'appelle Les Flaques. Et on a souvent tendance à dire que tu viens de la poésie. C'est pas forcément ce que tu dis toi d'entrée de jeu. Non, effectivement, en fait, ça me perturbe un peu toujours quand on dit ça parce que, d'une part, oui, j'écris beaucoup de poésie, mais pas uniquement et ça me met un peu dans une case, donc ça va déjà un peu à l'inverse de ma dynamique. C'est-à-dire que
je viens de la poésie, mais également, par exemple, du slam auquel je m'essaye, mais également de certaines nouvelles que j'ai écrites et en fait, j'ai un peu du mal à cet étiquetage des genres et le besoin de lier un genre et c'est tout l'enjeu d'ailleurs du texte, qui est un peu inclassable de ce point de vue-là parce que c'est ni tout à fait de la prose, ni tout à fait de la poésie et ni tout à fait de la prose poétique si on regarde vraiment les codes du genre et en fait, mon but, c'était aussi de me détacher de ces cases dans lesquelles on met les gens et d'être un peu sur un spectre où en fait, il y a une liberté qui apparaît, hein. C'était un peu l'enjeu aussi de choisir cette forme pour le texte. Dans ton texte d'ailleurs, tu parles à un moment donné de roman et de roman poésie, que tu écris avec un trait d'union, un roman poésie. Moi, en le lisant, j'avais presque envie de coller roman poésie Mmh. sans le trait d'union, tellement effectivement la poésie est imbriquée tout au long du texte et on sent que tu joues avec les mots, on sent que tu as cette sensibilité à la langue, au style. Qu'est-ce qui a été, je dirais le moteur de cette création? Mmh. Comment est-ce que tu as joué avec les mots? Qu'est-ce qui était important pour toi dans ces jeux de langage et dans l'intégration de cette poésie qui n'était pas forcément réfléchie à la base? Alors en fait, je dirais que c'est une volonté de décortiquer les choses pour aussi montrer que les découpages ne font justement pas tellement sens et de les, on pourrait dire recortiquer ou remettre ensuite en forme d'une autre manière et en fait, l'exemple souvent que je prends, c'est corps à corps désaccord, enfin tout ce jeu que je fais avec corps, désaccord. Finalement, on a une réflexion avec le désaccord et le corps dans le duquel on n'est plus, à l'intérieur duquel on n'est plus vraiment complètement et en fait, il y a tout un jeu là-dessus où je trouve que c'est un exemple assez parlant. En fait, au fur et à mesure, on se rend compte que dans un mot se trouve un autre mot et dans un concept se trouve un autre concept et pourquoi piéger en des cases séparées alors que finalement ils se rassemblent et ils font sens à ce moment-là et donc pour moi, c'était vraiment toute une volonté de, avec la poésie, venir amener ces justement chemins de pensée qui sortent de l'ordinaire pour montrer que, en fait, c'est pas une seule vision des choses, mais qu'il y a un infini des possibles, en fait et c'était une des ambitions, en fait, avec la poésie, de venir déséquilibrer le la forme standard d'une narration, on pourrait dire et en fait aussi, je trouve que la poésie a une grande force, c'est que pour exprimer des émotions, elle est souvent très présente et moi, c'était ce que je voulais faire. En fait, il y a pas grand-chose qui se passe dans le texte. Alors, il se passe beaucoup de choses, on est d'accord, mais il y a pas énormément d'action. On n'est pas dans le format, série Netflix où il y a plein d'événements et de péripéties. Par contre, au niveau des émotions, bah, j'avais envie qu'il y ait beaucoup et la poésie me permettait de dire ce beaucoup, en fait, je trouvais. Ces émotions qui sont au cœur du roman sur l'ensemble du récit, elles sont accompagnées non seulement par les remous internes des personnages et tu le dis, il y a assez peu d'action dans ce roman, mais beaucoup de choses qui se passent en narration interne, Mmh donc les personnages se parlent à eux-mêmes, il y a finalement très peu de dialogue, hein. mh. Tu nous le disais en préparation et ce manque de dialogue, mais c'est ce tumulte intérieur des personnages est accompagné tout au long de l'histoire par l'éruption volcanique en 2010 en Islande du, fameux volcan Eyjafjallajökull qui entre en éruption au moment où très peu de temps après, 3 mois après très exactement, le décès du personnage qui est pierre angulaire du récit, mais qui Mmh. en est le grand absent, ou la grande absente en l'occurrence, qui est Martha, Mmh mh. la mère respectivement et la femme de 2 des Mmh protagonistes mh. qui, est un décès qui va bouleverser la vie familiale à plusieurs titres, Mmh. notamment parce qu'il fait suite à une révélation, d'un des 2 personnages principaux qui, n'est pas nommé, le Mmh mh. père non plus d'ailleurs n'est pas nommé, on va y revenir, Mmh. qui en fait va annoncer le fait qu'il est un garçon à sa mère, qu'il a, toujours considéré comme une fille. Ses parents l'ont toujours considéré comme une fille puisqu'il a été assigné fille à la naissance Tout à fait. et ce coming out finalement fait à sa mère va,
plonger sa mère dans un mutisme définitif jusqu'à qu'elle se suicide. Et d'ailleurs, le roman débute sur cette phrase. Alors, je te propose de ne pas débuter, une lecture sur, cet incipit, donc ces premières lignes, cette première page du roman, mais un peu plus loin dans le texte, sur l'importance justement, du nom et l'importance des mots qu'on met sur les choses, mais surtout cette question du nom, on va y revenir et je te laisse faire la lecture d'un premier extrait significatif. 20 mars 2010. La lave surgit et tu n'es plus là. Cela fait 3 mois déjà que je te cherche partout dans mes poèmes, sans énergie. La lave surgit et le dernier reste de toi, cette maison sur les terres banquises d'Islande m'apparaît. La dernière partie de toi conquise par les cendres. La dernière partie de toi que je ne peux imaginer devenir une épave. En moi, synode de voix qui ne crient que ton nom, qui reprennent l'ode que je me désespère de t'écrire. Ton nom reflue alors que la lave surgit. Ton nom à gémir, ton nom disparu, ton nom encore et encore. La lave surgit, l'heure est grave et ma mémoire trésor est en danger. Ton foyer d'enfant est seul et tu n'es plus là. Les informations fleurissent contradictoires. Les journaux télévisés ne savent plus quoi inventer. Tu es abandonné, loin de moi, guetté par ce volcan gourmand. La lave surgit et ta vie est finie. Toi dont j'ai tant besoin maintenant. Toi dont j'aurai besoin toujours. La lave surgit et tu es autant la source de ma tristesse que de ma colère. La rage de n'avoir rien pu faire pour te sauver, de n'avoir su essuyer tes larmes. Tu deviens un acide qui me ronge, une flamme qui me brûle. 20 mars 2010, le volcan entre en éruption et ça gèle mes images de toi. Toi que je crains de perdre à nouveau, comme si tu me quittais une seconde fois au rythme de la coulée. Ça y est, tu m'as ôté les mots, tu les as emportés avec ta vie, et cette maison, symbole de tes origines, est tout ce qui subsiste de toi. Le dernier reste est-il détruit? Beaucoup à dire sur cet extrait. Merci Vélia pour cette lecture. Qui parle déjà? Alors c'est le père ici, donc l'écrivain, on pourrait dire ça comme ça, il a plusieurs qualificatifs dans le texte, mais donc le mari de cette femme qui s'est suicidée et qui joue en fait, vraiment un rôle clé dans le texte, mais qui est au début du texte uniquement défini par ce désespoir et cette narration, qui est d'ailleurs construit en «tu», hein, on le voit dans le passage, parce qu'en fait, toute son existence, au début du roman, est construite autour de l'absence de cette femme et de toutes ces pensées qui lui sont adressées, en fait. Et il a rien d'autre comme, heu, visée initiale que de lui parler et d'essayer de la préserver. Donc là, c'est un peu ça qu'on voit, c'est qu'il essaye de chercher une manière de la garder avec lui, même si elle a disparu, en fait. Et donc la maison est à ce moment-là, au tout début du texte, la maison de l'enfance de cette femme, le lieu qui peut être un peu le réceptacle de cette dernière image qu'il a envie de garder d'elle, comme une sorte de dernier pont entre la mort et les vivants, en fait. Et on voit que ce mari, ce veuf, s'accroche désespérément à la mémoire de sa femme, à l'envie de conserver un souvenir, de conserver la mémoire, heu, en allant sur, les dernières traces conservées de cette Mmh. femme, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais les 3 protagonistes du roman vont se retrouver en Islande. Enfin, la protagoniste féminine présente physiquement dans le roman est islandaise, on va y revenir et père et fils vont faire le voyage en Islande pour revenir sur les traces de cette mère et de cette femme disparue dans sa maison d'enfance, dans un village, heu, complètement laissé à l'abandon, dans une Mmh. maison qui elle aussi est à l'abandon puisque le grand-père maternel finalement ne cédera pas, la maison à son petit-fils, une fois qu'il aura appris sa volonté de transition et on est dans cet extrait que tu viens de lire, je trouve dans une thématique importante qui est celle du retrait des mots. Martha a ôté les mots Mmh. à son mari, qui du coup n'a plus les mots pour parler, n'a plus les mots pour écrire Mmh. surtout. C'est l'enjeu de son métier puisqu'il n'arrive plus à trouver l'énergie créatrice, à trouver les bonnes paroles. Le fils a ôté les mots à sa mère Mmh. au moment de
de son aveu, d'identité de genre et la question finalement du reflux des mots et du retour des mots, de l'éruption, des mots, dans le récit a une place extrêmement centrale. Que peux-tu en dire? Ouais, tout à fait. Le but, c'était de jouer sur les flux et les reflux, aussi bien du volcan que de la mer, pas la mer, la maman, mais la mer à ce moment-là, l'océan qui entoure l'île et en fait, il y a vraiment ce double jeu des 2 côtés où en fait, ça crée comme des vagues à la fois d'émotions, mais aussi justement de mots et les mots, ils sont extrêmement importants parce que pour chacun des personnages, ils ont une autre origine ou une autre on pourrait dire un autre rôle à jouer et effectivement, bah, pour la mère, qui s'est suicidée, alors c'est l'absence de mots qui caractérise son départ. C'est vraiment le fait de ne pas avoir su intégrer la nouvelle de la transidentité de son fils, de vraiment avoir eu comme une sorte de vide après cette information. Donc elle, elle n'a plus eu les mots et le père, ben, avec le deuil, ne trouve plus non plus les mots, mais les mots écrits en l'occurrence, parce qu'il aimerait, ben, en fait, il aimerait graver cette femme aussi sur le papier pour s'en souvenir, pour créer une sorte de poème, une ode à la mémoire en fait et il ne les trouve pas donc c'est un bouleversement aussi de ce point de vue-là et en fait, pour le fils qui est donc un homme, lui, c'est l'importance des mots, des pronoms, du prénom aussi qu'il se donne, donc l'importance de comment les gens le désignent en société, donc comment on l'appelle et pour la dernière protagoniste dont on n'a pas encore beaucoup parlé, effectivement, les mots, c'est toute sa quête. Elle aimerait devenir poétesse, donc c'est tout l'enjeu et le but, c'est qu'en fait, il y a un aller-retour entre ce silence et les mots et la quête, elle se développe comme ça. C'est comment trouver le juste endroit ou le juste équilibre avec les mots, entre mots et silence, en fait. Et le silence peut être apaisant à des moments du texte, mais il peut aussi être angoisse et donc les mots peuvent être angoisse, le silence peut être angoisse et la balance est pas si claire au début et c'est là que ça se joue aussi avec le volcan et l'océan justement, qui viennent, montrer ces reflux et flux et qui viennent donner aussi de la beauté à ces étapes. Parce que c'est aussi un cheminement qui, est beau dans les différentes phases et pas uniquement, un point d'arrivée en fait. C'est important d'avoir cette balance entre les 2. Du reste, les phases d'éruption du volcan font généralement écho à des phases d'émotions très fortes, Mmh. d'angoisse, ou de peur, très importantes chez les protagonistes ou de dénouement, hein, on ne divulgâchera pas la fin Mmh du mh. roman, mais clairement, avec la seconde éruption du volcan, un événement d'importance, va prendre lieu dans le récit. Hem et puis en termes de mots à poser, il y a une question assez importante dans ce récit, c'est finalement le fait qu'il n'y a, heu, pas énormément de personnages, hein, qui sont Mmh. nommés, disons par leur prénom justement. On ne sait pas le prénom du père, on ne sait pas le prénom, du fils et en tout cas, on ne le sait pas au début. On Mmh. verra ensuite que c'est aussi justement un des enjeux, tu en Tout à fait. parlais et puis on ne sait pas non plus le prénom de, la jeune femme qui a priori, en lisant le texte, on le comprend ou on le devine assez facilement, à peu près l'âge, du fils dont la mère est décédée, qui elle est islandaise et qui, comme tu le dis, est issue d'une famille, enfin tu ne l'as pas encore dit ça, mais je le précise, est issue d'une famille, d'agriculteurs, de père en fils qui élèvent des moutons, sur l'île, dans Mmh. une île qui est très sauvage et qui est encore très patriarcale. On aura l'occasion, d'en parler Mmh. et en fait, tous ces personnages ne sont pas nommés. En revanche, en dehors de Martha, mère et femme, des 2 protagonistes principaux, 2 protagonistes sont prénommés et présents dans le roman. D'une part, c'est Jonathan et d'autre part, Lily et il se trouve que ces 2 personnages sont respectivement l'allié du fils et l'allié de la jeune Islandaise. Mmh. Pourquoi avoir choisi de nommer précisément ces 2 personnages et pas les autres? Ouais. Alors il y a plusieurs éléments. Heu, Tout d'abord pour la mère, c'était important d'avoir un prénom dès le début parce que c'est la grande absente du texte. Donc il fallait qu'elle ait une identité, très forte de ce point de vue-là et du coup, après j'ai réfléchi au fait que je voulais pas que les 3 personnages soient nommés.
ou du moins pas tout de suite, en tout cas pour ces personnages-là. Mais en dehors de ça, j'avais envie qu'il y ait des marqueurs justement, des sortes de repères pour ces personnages qui apparaissent dans le texte et pour moi, c'était très important que tous ces repères se créent dans l'amitié et le mot allié est parfait pour ça aussi, c'est vraiment une sorte d'amitié, de soutien, qui vient au fur et à mesure, conforter les personnages dans leur chemin et évidemment, j'avais envie d'avoir aussi une équité entre les différents personnages donc il y a un homme et une femme. C'était important qu'il y ait aussi des jeux par rapport à ça et qu'il y ait une sorte de représentativité, dans le texte, parce que c'est tout un des enjeux de mon texte de représenter, les réalités comme moi je les entends et comme je pense qu'elles devraient être entendues, en tout cas avec plus justement d'équilibre et en fait, ben, à ce moment-là, j'ai choisi d'avoir un homme et une femme et Jonathan et Lily et je me suis dit: «En fait, c'est important que, ils possèdent des noms pour qu'on voie aussi l'importance que peuvent jouer ces gens dans on peut dire l'acceptation de l'identité des personnages et en tout cas dans leur développement et c'était très important aussi qu'il y ait pas d'histoire d'amour pour moi parce que je trouvais ça, non pas que j'aime pas les histoires d'amour, hein, précisons d'emblée, je trouve ça très beau et puis je trouve ça très important dans les récits, mais dans celui-là, j'avais pas envie parce que je trouvais vraiment qu'il fallait qu'on puisse revaloriser l'amitié aussi de ce point de vue-là et montrer l'importance d'avoir du soutien, en fait, dans des conditions, et l'amour est l'enjeu du texte, mais en fait, c'est pas l'amour amoureux, mais ça montre qu'il y a différents types d'amour et que l'amour autant, bah, filial, que l'amour amical, peut venir réconcilier quelqu'un avec son chemin et en fait, c'était vraiment l'importance de montrer ça. Et l'amour peut aussi le faire, mais là, j'avais envie qu'on mette l'accent sur autre chose parce qu'on a tendance dans nos sociétés à mettre le couple au milieu et l'amour au milieu, alors que toutes ces autres formes d'amour sont autant importantes, en fait, à mon sens. Et puisque tu parles d'histoire d'amour et cetera, tu m'as confié également en préparation de notre direct que tu avais souhaité, hem, que ton roman passe le test de, Bechdel. Bechdel, exactement. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu plus en détail? Je pense pas que toutes les personnes qui Ouais. nous écoutent connaissent ce test, pardon, qui est un test assez intéressant et potentiellement, constructif quand on veut se lancer, dans la lecture, mais surtout quand on veut, déterminer si une œuvre, est ou non plus ou moins, sexiste. Mmh. Je me rappelle pas par cœur de toutes les règles, hein, parce qu'il y en a plusieurs, mais les plus importantes, hem, théoriquement, le livre ne les passe pas vraiment, mais parce que j'ai un peu déjoué le code aussi. Mais en réalité, les règles, donc c'est, plutôt pour le théâtre aussi, mais que, il y ait le même nombre de personnages féminins et masculins au moins, donc ça peut être plus, c'est pas grave, mais en tout cas au moins. Et donc principal surtout, c'est ça l'important, c'est pas que ce soit des personnages secondaires, mais qu'il y ait des personnages principaux de genre féminin, puisque c'est un test pardon, qui est créé pour, évaluer le sexisme plutôt en l'occurrence et que, les protagonistes féminines ne parlent pas uniquement des hommes et dernière chose, qu'elles parlent entre elles, que ces femmes parlent entre elles à un moment et qu'elles parlent entre elles, pas des hommes justement. Donc bon, j'ai un peu simplifié, mais voilà la plupart des règles et ce qui était, assez intéressant, c'est que, bah, théoriquement le livre ne les passe pas puisque, déjà il y a pas de dialogue, donc c'était, un peu déjoué de ce point de vue-là. Mais également, en fait, en termes de personnages vivants, on a 2 hommes et une femme. Sauf que, on a en réalité 2 personnages féminins principaux parce que la femme qui est, Martha est le pilier du texte. Donc, c'est elle joue vraiment un rôle presque même plus fort que les protagonistes vivants, on pourrait dire, parce que sans elle, il y a pas de récit et bah, elle peut pas parler, de ce point de vue-là à la fille puisqu'elle est pas vivante. Donc j'ai un peu joué avec ça aussi. En revanche, c'était très important que chacun, en fait, les genres des personnages étaient presque, inchangeables de ce point de vue-là parce qu'il fallait que ce soit un écrivain, un homme, on verra, je ne vais pas trop spoiler, mais c'est important pour la suite du récit et il fallait que ce soit une jeune femme aussi pour la suite du récit qui soit à la recherche de sa poésie, il fallait que ce soit une jeune femme et en l'occurrence, le personnage qui aurait pu, changer de genre ou, qui aurait pu être défini, ça aurait pu être une femme qui fait une transition vers un homme, mais pour moi, c'était important qu'il y ait vraiment plein de jeux de ce point de vue-là et j'avais envie que ce soit un homme. Puis j'avais pas non plus envie d'avoir un seul homme et 3 femmes, donc ça crée aussi la bascule de l'autre côté. Donc je trouvais ça important et j'ai joué là-dessus, hem, en me disant: «Bah, je passerai pas le test, mais par contre, c'est intéressant de savoir pourquoi il le passe pas et
et que la construction fasse quand même sens de ce point de vue-là. Et c'est là aussi que c'était important, par exemple, qu'il y ait Jonathan et Lily et qu'il y ait pas justement, que des garçons ou que des filles, mais parce qu'en fait, le genre m'importait peu aussi de ce point de vue-là, mais que ce soit vraiment des humains et humaines supports et amicalement importantes pour développer aussi le texte. Donc tous les genres étaient importants aussi de ce point de vue-là, même si, bah, ils sont pas immuables, hein, ils auraient pu être, inversés. Pour le coup, ça aurait pu être, Lily, l'amie de ce jeune adolescent et Jonathan, l'ami de la poétesse. Mais voilà, pour moi, c'était aussi important comme c'est, un adolescent en transition, qu'il puisse avoir un repère d'une personne qui a aussi passé par les mêmes étapes. Donc c'était aussi pour ça que les binômes se sont faits comme ça, et après, bah, il fallait que Lily soit une femme pour garder aussi un peu une équité. Il y avait une volonté de maintenir un équilibre aussi de ce point de vue-là. Et après les autres personnages qui apparaissent, j'ai aussi essayé de chercher toujours un peu cet équilibre, mais ça reste des personnages très secondaires, donc le test de Bechdel, c'est surtout, sur les principaux, que ça se joue et en fait, ils le passent pas théoriquement, donc c'est assez amusant, de dire que même en ayant réfléchi à un moment, je me suis dit: «Bah zut, ils le passent pas», alors que j'avais toutes les bonnes intentions du monde et en même temps, ils le passent pas parce que c'est aussi l'enjeu du texte, de créer cette représentation du monde qui est quand même souvent déséquilibrée de ce point de vue-là. C'est une des réalités. Heu, il y a peu d'œuvres qui passent ce test encore, à l'heure actuelle. Donc c'est intéressant parce que ça montre aussi l'état de la société. Il y en aura sûrement de plus en plus, J'espère. on le souhaite et c'est probablement en visibilisant de plus en plus Mmh mh. justement, des publics qui sont invisibilisés, des thématiques qui sont invisibilisées, que ce test sera passé de plus en plus facilement Totalement. par les œuvres, dans les années à venir. D'ailleurs, à propos de passer de l'invisible au Mmh. visible, je te propose qu'on en écoute un deuxième extrait Tout à fait. qui cette fois, est du point de vue du second personnage principal, c'est-à-dire le fils. Personne ne vient lui parler. Il s'estompe, disparaît. Sortir de l'ombre pour entrer dans le néant. Il est rongé par le regret. Des jours durant, il se demande comment il aurait pu changer les choses. S'il aurait mieux fait de rester muet, s'il aurait mieux fait de cesser d'être lui, plutôt que de vivre avec cette culpabilité. Celle d'avoir cassé sa mère, d'avoir touché un fil irréparable, celui de fils. Lentement, il réalise que c'était elle ou lui, qu'il ne pouvait pas continuer à ne pas exister. Le bonheur de l'avoir dit à voix haute, enfin, détruit par les conséquences de cette phrase, si longtemps répétée dans la nuit, si longtemps retournée dans la tête. Il aimerait remonter le temps, s'excuser de ce séisme électrique qu'il s'apprête à lui infliger, lui expliquer qu'il l'aime et qu'il n'a pas le choix, que c'était elle ou lui, que c'est une décision impossible, qu'il ne veut pas la perdre, tenter de la préparer, de lui offrir une chance de survivre à l'électrochoc. Il aimerait tellement qu'elle soit plus forte, qu'elle n'ait pas été éduquée par un sociopathe vieux jeu qui lui a martelé le crâne d'idées passéistes. Il aimerait tout refaire, pour continuer à avoir une maman à aimer, pour qu'elle l'accueille pour ce qu'il est, pour qu'elle lui dise « Salut mon chéri, tu as bien dormi ?» Mais il ne peut plus rien faire, et il est l'heure d'accepter, de s'accepter. La cascade sanglote à ses côtés, et de ses yeux voilés, enfin, il reçoit la réalité et entre en paix avec qui il est. Mélange d'émotions qui toupillent à la même cadence que l'eau brassée par les flots déchaînés. La source tambourine violemment la surface de la rivière, et son cœur cogne contre sa cage thoracique, comme s'il voulait s'en échapper. Il sent qu'il est temps que ça sorte, qu'il est temps de sortir. Dans cet extrait, on voit à quel point la connexion à la nature renvoie, le protagoniste à sa mère. Mmh. Et c'est prégnant tout au long du roman, puisque, au fur et à mesure de l'avancée du récit, on va aller vers cette seconde éruption volcanique, qui va accompagner une prise de conscience très forte, chez le héros. Enfin, ils sont Mmh. 3, il y elles sont 3 héros et héroïnes, dont on va pas divulgacher ce moment Mmh. important. Hem Pourquoi ce lien avec ce lien si fort avec la nature, hein, qui est très prégnant et finalement, pourquoi l'Islande aussi? Mmh. Alors, d'abord le lien avec la nature, hem, ce que je voulais, c'est qu'il soit d'une part, un reflet de ce qui se passe à l'intérieur, donc c'était on l'a dit un petit peu avant, mais tout se passe au début sous terre et ensuite ça sort. Il y avait un peu cette idée de dire au début c'est bloqué à l'intérieur, ça bouillonne de dessous, les questionnements émergent
et en fait, au fur et à mesure, ils vont sortir et c'est un moment aussi de liberté énorme quand ils sortent. Donc je trouvais que l'image, elle était très belle. Ça répond aux 2 questions en même temps, d'une part, mais c'était vraiment cette importance de l'Islande pour ça, qui est une terre à la fois de glace et de feu et je trouvais ça absolument parlant. C'était ces contrastes que je voulais mettre en évidence. Donc le volcan montrer ces temps des émotions et aussi des destins des personnages où tant qu'on garde tout à l'intérieur et on est bloqué dans une cage, en fait, c'est un emprisonnement qui est infertile et au fur et à mesure, on va laisser, le magma sortir, les émotions sortir et on va être enfin soi-même et il y a une sorte de liberté énorme qui naît de ça et pour moi, c'était quelque chose de très poétique et de très beau de voir la lave, de voir ensuite, le terrain fertile que ça donne, la nature qui rejaillit donc la raison pour laquelle j'ai choisi l'Islande, c'était que c'était le lieu même à la fois du phénomène, qu'est l'explosion, enfin l'éruption volcanique, mais également un lieu où il y a la mer et l'océan autour qui joue un rôle, mer, je fais un peu un jeu de mots, hein, je suis pas très originale de ce point de vue-là, mais il y a tout ce jeu avec la mer et les flux de l'océan qui est aussi très important, donc la nature pour ça, elle était un guide du texte. Mais il y a aussi une volonté, pour les personnages d'avoir le lien avec la nature aussi, concrètement, dans le texte. On le voit dans l'extrait, et ça, c'était important parce que, c'est comme si c'était un reflet d'eux-mêmes, mais aussi une manière de se réconcilier avec certains aspects. Et la nature de ce point de vue-là, elle était très parlante parce qu'elle amène un apaisement, on pourrait dire. Là, on le voit dans le passage, en fait, la cascade qui sanglote derrière, c'est comme s'il y avait une sorte de lien avec ce que lui, il ressent et comme s'il y avait une sorte de nettoyage de toute la haine, de toute la peur aussi qu'il a pu vivre, de toute la haine envers lui-même, hein, aussi et donc c'est comme si à ce moment-là, il dit sortir, to come out, le coming out, mais c'est aussi comme si, la nature, elle vient lui permettre de le faire de manière apaisée. En fait, c'est beau de sortir et c'est important qu'elle soit là pour, être un miroir de ce qu'il ressent à ce moment-là. Donc il y a jamais de moches émotions, par contre, elles sont des degrés d'intensité et à des moments, il faut qu'elles soient plus calmes et plus, on pourrait dire le rythme de la cascade plus apaisé, en fait, aussi. Donc c'était important, aussi bien l'Islande comme paysage, mais aussi la nature comme élément concret du personnage qui interagit avec elle. Pour chacun des personnages, ça jouera un rôle, en fait, la nature et à chaque fois, c'est un rôle, réconciliateur, on pourrait dire. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est ce côté, opposition des éléments, hein, Mmh. la glace et le feu, tu en parlais, j'ai en mémoire, cette scène avec, l'héroïne, la main banquise de son père, et la joue en fusion. Elle reçoit une gifle de son père, lorsqu'elle s'oppose au fait qu'on la retire de la scolarité, en l'occurrence. On va pas, débattre beaucoup plus loin de la question. Mais ce que je trouve, intéressant dans ton propos, c'est ce côté, la nature qui apaise et qui, tend peut-être aussi à rasséréner, à unifier, en fait, à retrouver le centre pour revenir à ce protagoniste, né dans un corps de femme et s'identifiant comme homme. Je trouve que tu as un propos extrêmement intéressant dans ton roman et qui détonne d'un certain nombre de façons de traiter le sujet aujourd'hui, qui est une vision, très universaliste, pardon, Mmh. et justement assez hors des cases, qu'on a tendance à, retrouver, y compris, dans le militantisme LGBTQIAP+. Typiquement, ce jeune homme, heu, vit une transition. Il est clairement dans cette étape de sa vie où il réfléchit à comment vivre justement Mmh. cette identité de genre qu'il a toujours perçue comme sienne, comme étant une identité masculine dans un corps de femme. Mmh. Mais en l'occurrence, il ne souhaite, absolument pas se faire retirer, son, appareil, génital féminin. Il pense potentiellement à, la mastectomie, Mmh. mais pas, au retrait, de son utérus, et malgré tout, ils se sont tout à fait hommes Mmh. et tout à fait bien dans cette perspective. Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi cette question de se dire, l'enjeu,
Qu'est-ce que c'est aller jusqu'au bout d'une transition? Et un passage que j'ai trouvé très, très fort dans ce roman, c'est, le fait que finalement alors, lui en l'occurrence, il est tout à fait OK de conserver, son appareil, génital féminin. En revanche, il est ravi de se voir débarrasser des règles. Je pense que ce serait, probablement une thématique qui Mmh, serait, assez commune aussi à un certain nombre de femmes pour le tout à coup. fait. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné du récit, c'est ces règles qui vont lui sauver la Oui. vie quand même. Tout à fait. En vrai, c'était une volonté aussi, de créer ce contraste. En fait, le personnage, s'enivre et il sort parce qu'il est en colère avec son père qui lui a encore une fois, du coup, qu'il a une fois mégenré, qui a utilisé le mauvais prénom et en fait, il y a comme une sorte de besoin de sortir. Il prend une bouteille et il se met dans la neige et il se met à boire et en fait, il est en train de s'endormir et à ce moment-là, c'est ses règles qui le réveillent et il y a le contraste de la neige blanche et du rouge, du sang qui a une couleur un peu qui peut être «agressive» entre guillemets et en fait, c'était, une envie de montrer aussi cette sorte de, comment dire? D'équilibre entre, une sorte de paix qu'il peut avoir avec son corps et en fait, pour moi, c'était important de ne pas mettre le personnage dans une cage. En fait, le but, c'est de le libérer des cages, mais pas pour le mettre dans une nouvelle case qui l'emprisonnerait. Donc c'était un des enjeux pour moi et c'est vrai que j'ai fait des rencontres avec plusieurs personnes trans, hein, lorsque j'ai fait mes préparations et c'est en leur parlant que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs manières de vivre la transidentité et que, en fait, mon enjeu, c'était de montrer que c'est un spectre aussi et que, le but, c'est de respecter l'autre, dans la manière dont il choisit de vivre sa transidentité et de ne pas ensuite bloquer mon personnage dans une justement quand on lui dit: «Est-ce que tu as été jusqu'au bout?» C'est une question qu'on pose beaucoup à ces personnes, hein, c'est revenu plusieurs fois, et en fait, je trouve ça justement problématique parce que c'est vouloir ensuite refermer une nouvelle case et quand bien même des personnes justement feraient cette étape-là, eh bien, peut-être qu'ils font pas une autre étape et en fait, pourquoi on a besoin qu'il y ait ce bout? Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça qui était un peu, problématique, c'était de dire: c'est pas acceptable tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout pour les gens et donc ça aussi c'est une volonté de refermer une nouvelle, prison, en fait. Donc ça me posait problème et j'avais pas envie que le personnage soit là-dedans. Donc j'avais envie de montrer que justement c'est un spectre et son ami Jonathan, par exemple, vit pas la même transition que lui et c'était important qu'il y ait des différences et qu'on voie, que, ces différentes options existent et que le but, c'est qu'on le reconnaisse comme un homme parce qu'il a ce genre en lui. Donc en fait, c'est ça qui est important et peu importe, combien son corps est genré, en fait, on pourrait dire au niveau de la société et ça, c'était, une des questions à un moment je ce que je pose, c'est: «Son poumon est-il homme ou femme?» parce qu'en fait, c'est peut-être tout l'enjeu, c'est de dire pourquoi on a besoin de fermer des cases et pourquoi il y a des choses où si on pose la question, ça paraît risible, en fait. Donc c'était un peu, mon ambition de jouer là-dessus et en fait, les règles, c'était important qu'elles soient finalement pas si négatives pour justement avoir cet équilibre qui se crée aussi et c'est vrai que, dans les personnes que j'ai interrogées, il y avait ces différents types de transitions et en fait, c'était important de pour moi les intégrer et pouvoir dire que les personnes trans, c'est un spectre aussi. Comme l'identité est un spectre à mon sens, comme même le sexe biologique est un spectre. Parce que quand on y réfléchit, une personne intersexe, elles existent et du coup, enfin, c'est pareil, c'est un spectre aussi et le fait de vouloir leur faire choisir un des organes à la naissance peut être aussi, justement cette même volonté d'une cage. Alors c'est un sujet que je maîtrise moins, donc je peux pas m'avancer beaucoup plus. J'ai pas eu des rencontres avec ces personnes, donc je pourrais pas m'avancer plus, mais à mon sens, il y a une chose qui est le spectre, qui permet aussi de, justement, intégrer, les humains et les humaines dans leur vécu, dans leur diversité des vécus et c'était ça qui m'importait. Comme l'identité amoureuse peut être aussi sur ce spectre, donc c'est un peu cette idée de dire: «Pourquoi avoir besoin de créer des carrés dans lesquels on emprisonne les choses, des étiquettes, alors que, peut-être que les choses s'étiquettent pas tant que ça, au final?» On va revenir sur cette question d'étiquette. On a Mmh. une remarque sur notre groupe Ah! WhatsApp. Christelle de Paris nous dit: «J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de puissance dans cet ouvrage. Est-ce qu'on peut lire ça un dimanche soir, un soir de pluie, en ayant un coup de blues?» Moi, je dirais que oui, parce que le message, il est ultra, pour moi positif. J'avais pas du tout envie d'avoir un truc qui est tragique, c'est pas le but et
il y a quand même des passages, enfin, je sais pas si on peut dire drôles, parce que je suis très drôle dans la vie, peut-être moins dans mon texte, mais il y a quand même des passages qui font sourire, qui sont plutôt, doux justement. Le but, c'est qu'il y ait beaucoup d'émotions intenses, mais pas que. Après, peut-être pas qu'il faut lire ça, si on a déjà pleuré tout l'après-midi. Mais je crois que dans l'idée, oui, quand même, on peut enfin, on va en sortir avec plutôt le sourire que l'inverse à mon sens. Mais c'est Céline, peut-être toi, tu pourras me dire? Définitivement, je pense qu'on peut lire ce livre un jour de pluie ou un Ah jour où yes! on a le blues, parce qu'effectivement, c'est un roman qui, en tout cas à mes yeux, à mon sens, est porteur d'un message extrêmement positif et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est la portée très universaliste, en fait, du propos. On parlait d'alliés tout à l'heure avec, Lily et Jonathan. Quand, à un moment donné, la relation, se recrée, finalement se retrouve, Mmh mh. entre, père et fils, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, on dépasse cette dimension père-fils, père-fille précédemment, Mmh. avant le coming out et le père lui-même parle de relation père-enfant. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais à dire de cette, étiquette macro? Alors, en fait, un des enjeux pour moi, c'était que le père passe de veuf à papa aussi. Donc il y avait vraiment cette volonté et c'est aussi pour ça que j'ai changé de terme à un moment, pour pouvoir marquer ce changement où en fait, pendant tout le début du texte, il est plus mari qu'il n'est père. Il est plus veuf en l'occurrence puisqu'elle est morte, mais il est dans cette définition, hem, qui est une sorte de deuil absolu il est vraiment dans ce désespoir-là et en l'occurrence, il est plus père du tout. Il est plus grand chose pour son enfant et au fur et à mesure, justement, il va saisir que ce fils a besoin de lui et en fait, à ce moment-là, il va redevenir justement un soutien pour son enfant et j'avais envie que ce mot prenne vraiment une importance parce que déjà qu'on quitte le marqueur genré, mais en plus qu'on quitte aussi, bah, justement ce qui a été jusqu'alors le la marque de la relation et qu'en fait, il devienne un allié aussi lui-même. C'est vraiment important. À un moment, le père dit: «C'est à moi de prendre les armes pour aussi, ben, faire en sorte que mon enfant puisse vivre comme il l'entend et pas, qu'on l'emprisonne dans ce qu'on a l'habitude de faire» et c'est un peu le moment, en fait, de transition où, en fait, mon titre de base, c'était pas «Lave mes cendres», je sais pas si je suis censée le dire, mais je le dis quand même. C'était «Titres en construction», ce qui est effectivement pas très marketing au niveau du livre. Par contre, puis bon, mon éditeur m'en voudra pas parce que je sais que je trouvais ça très bien qu'on change de titre et il fait totalement sens ce titre-là et il était évident. Mais, l'idée de titre en construction au pluriel, c'était que chacun des personnages regagne le titre, enfin, un «nouveau titre» entre guillemets et il y avait tout un jeu justement avec monsieur, madame, le fait alors là, il y a une étiquette justement, mais c'est tout le jeu. En fait, le titre en construction, ce que je montrais aussi par là, c'est que le chemin est tout autant important que le point d'arrivée et c'est pas le point d'arrivée, en fait, qui m'intéresse, mais justement, le fait de s'accepter dans le chemin. On dirait presque que je cite Orelsan, quoi. Mais alors, pour tout dire, c'est vraiment ça que je voulais mettre en évidence et du coup, titre en construction pour chacun des personnages, ben, pour le père, c'est l'importance du titre de papa, en fait et pour la poétesse, c'est l'importance de justement, pouvoir être éditée, de pouvoir avoir ce titre d'écrivaine qu'elle et le titre de son livre, en fait. Il y a un jeu aussi avec le livre, donc voilà, c'était tout un jeu de ce point de vue-là. Eh bien, justement, à Mmh. propos de poétesse, on y vient puisque Oui, c'est la troisième et dernière protagoniste de ce roman. tout à fait. Et effectivement, elle, ce qu'elle souhaite, c'est s'émanciper en tant que femme par l'écriture Mmh. et aussi sortir du carcan, sortir de cette prison dans laquelle on l'enferme, Mmh. dans un milieu rural, qui voilà, élève, des moutons, de père en fils et tu le dis d'ailleurs, on va pas citer ce passage-là, mais de père en fils, pas en fille. Mmh. Et il y a là évidemment un enjeu important. Je te propose de lire le troisième extrait de ce roman qui, cette fois, se déroule par la narration de cette jeune poétesse islandaise. Ma vie n'a été faite que de bestiaux idiots et de jargon vieillot, craché par un père pâteau, rustre, brusque, inculte. L'art n'a jamais fait le poids face au lard. Quotidien en 3 mots grossiers, gris, gras, grog. L'unique manière de survivre à ce rythme morose, d'après lui. Alcool et bouffe, pour oublier le thermomètre, pour oublier qu'ici on étouffe de froid, pour oublier. Bien sûr, dans ce climat animal, j'ai saisi un pis avant de tenir une plume.
les seuls reliefs colorés sur cet âge de brume ont été des taches d'encre, éclaboussures d'écriture qui enluminent ce long tunnel de papier de nuit. J'ai appris l'alphabet grâce à mon grand-père, un homme qui estimait que les femmes doivent savoir lire et écrire pour gérer un ménage. Quelle que fût son intention, il m'a offert un cadeau d'une valeur insoupçonnée, un cadeau qui m'a permis de m'évader, qui a teinté ces années acidulées d'aventures escarpées et de songes étoilés. Lire, écrire, reprendre un souffle. Aucun membre de ma famille n'a jamais compris l'utilité de cette bouée de sauvetage. Eux ne fonctionnent que sur un seul mode, la nage en eau trouble. Une eau de vie forte qui décape tout sur son passage. Incompatible avec l'imagination. À quoi bon lire? À quoi bon peindre? À quoi bon l'art? Question extrêmement importante puisque cette jeune femme va s'émanciper à travers l'art et on voit qu'elle vient d'une famille où il est absolument, inadmissible et inadéquat de ne serait-ce que d'imaginer qu'une femme puisse Mmh. entrer dans ce milieu-là. Heu, Pourquoi avoir voulu, développer un personnage dans, ce milieu Mmh. spécifique? Alors, c'était pas du tout pour faire une critique de ces milieux-là, hein. J'estime pas que tous les gens venant de ces milieux sont, dans ce système-là. J'avais besoin d'un contexte qui soit plus généralement genré masculin, donc où il y a plutôt des hommes qui travaillent, même si les femmes ont un rôle, hein, à jouer dans ce système-là. Et j'avais surtout besoin que ce soit isolé. C'était vraiment l'isolement qui était important pour moi. Donc la ferme marchait bien de ce point de vue-là. D'avoir cette ferme isolée où en fait, il s'occupe de ses animaux et en fait, il fonctionne là-dessus et le mécanisme, c'est un mécanisme un peu automatique, hem, qui varie aussi au rythme des saisons, donc ça, c'était important et dans ce contexte-là, effectivement, écrire sert pas à grand-chose. Pour la jeune femme, c'est vital, mais pour sa famille, ben, c'est un peu du luxe et c'était important qu'il y ait ce côté-là où en fait, bah, à un moment, ils arrivent sur la déscolarisation parce qu'on a besoin de toi, c'est ce qu'ils lui disent, parce qu'on a besoin de mains qui travaillent et c'était important d'avoir cette ambivalence-là et l'art, ben, en fait, elle, c'est ce qui la guide. Elle aime d'abord, écrire ce qu'elle ressent, puis au fur et à mesure, ça devient écrire des histoires, ça devient une manière de sortir de cette prison, comme on l'a dit, mais ça devient aussi une manière d'explorer des nouveaux horizons des possibles et il y avait vraiment un contraste entre ces 2 espaces, un espace très concret, très matériel et un espace, bah, de l'ordre de l'imaginaire, hem et c'est vraiment l'enjeu de cette tension, en fait et la famille la comprend pas et c'était aussi important de pouvoir jouer sur le sexisme donc j'avais besoin, pardon, d'un endroit où vraiment, ben, les femmes ont pas exactement la même place, même si c'est évidemment en train d'évoluer, mais dans ce cadre-là, il fallait que ce soit assez figé, vers presque une forme d'ancien temps pour qu'on ait cette volonté d'émancipation qui apparaisse, en fait. Ça aurait pu être d'autres milieux, hein, j'imagine, mais c'est vrai que moi, c'est celui qui me parlait le plus pour créer aussi, ben, des jeux entre les animaux, les moutons, enfin, il y avait vraiment tout un univers qui, pour moi, marchait assez bien. L'univers de la ferme marchait assez bien pour ça et sûrement que c'est pas du tout réaliste aussi, hein, je tiens à le dire, mais c'est vraiment ma vision de ça qui est fictive, évidemment, donc c'était un enjeu et j'ai vraiment plusieurs fois parlé avec justement, par exemple, Marlène Maurice, qui est une autrice qui connaît bien le domaine et elle m'a notamment aidée un peu pour certains aspects où je lui ai dit: «Mais là, j'en fais pas trop» et elle me disait: «Bah non, parce que c'est fictif», donc il y avait l'importance de créer ça et c'est pas une critique. C'est aussi pour ça que j'ai pas placé le texte en Valais, par exemple. Mais c'était pas une critique de tout ça, mais l'idée, c'était plutôt de montrer l'isolement, le besoin de s'émanciper et l'importance de l'art dans ce contexte, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit aussi en préparation que tu souhaitais absolument que ton héroïne, la seule présente en dehors de la mère qui est présente mais absente dans les faits, soit un personnage fort et que pour écrire ton roman, dans le travail préparatoire, tu as eu à cœur de relire un roman qui était important pour toi, qui était Salina de Laurent Godet. Mmh. Oui, alors les lectures, il y en avait effectivement plusieurs qui m'ont guidée, mais notamment Salina parce que, Salina, c'était important aussi pour le deuil, pour la mère. En fait, c'était un peu un lien entre les textes, donc bon, j'aime beaucoup ce que fait Laurent Godet de manière générale. Je trouve qu'il a une manière alors ça dépend des textes, mais il a une manière très forte de pouvoir développer une polyphonie et il y a un équilibre entre les voix, que j'avais envie de faire aussi ça. Mais surtout Salina, c'était à la fois le texte qui parlait du deuil, de la puissance de la mère, mais qui montrait aussi l'importance que enfin, d'un personnage, féminin qui a une densité et j'avais envie qu'il y ait une sorte de détermination dans mon personnage qui ressemble à ça,
C'est-à-dire que le personnage féminin, la poétesse, est celle qui est, dès le début, déterminée à faire quelque chose et elle va y parvenir, même s'il y a des doutes. Mais en fait, l'écriture est comme sa destinée, elle va pas baisser les bras par rapport à ça et j'avais envie que ce personnage féminin soit dans cette certitude d'elle-même, en fait et c'était important parce qu'il y a tout l'enjeu du sexisme derrière, elle se bat contre ça et elle est, d'une force assez impressionnante et pour moi, c'était aussi, une manière de mettre en avant ça et dans beaucoup de luttes, de grèves féministes auxquelles j'ai pu aller, je trouve que c'est quelque chose qui me marque, c'est cette force qu'ont les femmes, heu et pas que les femmes, mais les personnes qui luttent pour ces sujets-là, d'être déterminées et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de marquant dans le personnage et j'avais vraiment, à cœur d'avoir ça, quoi, pour la détermination la création du personnage, quoi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de ces lectures préparatoires que tu as faites, tu cites aussi dans le roman une œuvre qui a été importante pour la poétesse, qui est le roman de Rosa Candida, de l'autrice islandaise, Audur Ava Ólafsdóttir. Et tu en cites également une seconde parce que, en fait, on se rend compte que les modèles féminins de littérature, islandaise ne sont pas légion. D'ailleurs, pour avoir fait une petite recherche préparatoire, je confirme que Mmh. toujours aujourd'hui, les Tout femmes, à fait. autrices islandaises ne sont pas légion. Tu cites également, Kristín Marja Baldursdóttir, qui a, rédigé un roman, qui s'appelle, L'art de la vie, Caritas, je crois, dans sa toute première version, donc avec un K. Donc on trouve, l'ensemble des romans qu'on vient de citer, y compris celui de Laurent Godet, sur Mona Lira. En quoi c'était important d'avoir ces modèles féminins pour, se construire elle-même ou en tout cas pour se donner du courage dans un premier temps pour aller jusqu'à l'édition du roman? D'une part, ça met en abîme tout l'enjeu du texte, c'est-à-dire la représentativité et l'importance d'avoir des modèles. C'est-à-dire pour moi, dans les films, les livres, tout ce qu'on voit, si on ne se voit pas soi-même, c'est hyper dur de s'affirmer. Donc de la même manière que pour moi, il doit y avoir peut-être plus de personnages trans parce que ça permet de représenter, tout comme des personnes en situation de handicap, c'est important que, il y ait ces personnages-là dans les représentations cinématographiques, littéraires et cetera. Donc ça, c'était un des enjeux de dire, elle a besoin d'un modèle fort, donc je vais en mettre un dans le texte en forme de mise en abîme, mais aussi, en fait, c'était important de montrer que d'une part, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, donc elle pourra le faire. Donc c'est un espoir énorme et il y a aussi un petit parallèle avec ma thèse où en fait, dans ma thèse, un des enjeux, c'est de montrer aussi qu'il y a une littérature féminine en Suisse, pas forcément, genrée, l'important c'est pas, de caractériser ça comme ça, mais il y a des femmes qui écrivent en Suisse et souvent, les gens quand, on leur en parle, ils se disent: «Ah bon? Je savais même pas». Donc dans l'histoire littéraire, il y a très peu de figures féminines et c'est assez marquant de voir que, de la même manière, on peut faire le même parallèle et entre l'Islande et la Suisse pour ça et je trouvais ça assez intéressant et de dire: Ava Odirsdóttir, c'est des best-sellers, elle est vendue, elle est traduite et donc ça peut se faire, mais il faut que la place se crée aussi. Donc le personnage féminin suit des traces, mais il y a aussi une importance pour moi dans l'académie de mettre en évidence ça. Donc ça, bon, moi je pourrais pas parler de l'Islande, mais en l'occurrence en Suisse, c'est aussi un des enjeux pour moi, parce que, de la même manière, si on met pas en évidence et qu'on garde dans l'invisible des aspects, comme ces sujets-là, ils vont pas pouvoir progresser. Si on les met pas en évidence, les gens connaissent pas, les gens s'intéressent pas. Alors que quand on les met sous la lumière, on se rend compte que ça existe, que c'est possible et puis, peu à peu, ça laisse la place et ça donne une force, comme à mon personnage, à des gens de s'imposer et c'est tout l'enjeu pour elle de dire: «Il y a une femme écrivaine, donc je vais pouvoir le faire» et c'est vraiment cette volonté de dire: «Si ça existe, je peux». Donc il y a un espoir énorme qui naît de cette découverte du texte et en plus, bon, Rosa Candida, c'est un texte que je trouve splendide donc il y avait aussi un enjeu là-dessus j'ai joué un peu là-dessus. Il y a des moments où j'ai cité le texte, créé un peu des parallèles. J'ajouterais qui plus est que Ava Odur Ólafsdóttir a en plus reçu en 2023, si je ne m'abuse de mémoire, le prix Médicis, c'était peut-être en 2021, pour La vérité sur la lumière, hein, qui Mmh. raconte, la vie des sages-femmes en Islande. Donc, voilà, non seulement, elle a bien fait de persévérer, Mmh. mais en plus, elle a été primée pour Mmh. la qualité de son œuvre Tout à fait. et
J'ai envie de dire que par ce que tu viens de nous transmettre à l'instant, tu réponds à cette question qui vient à un moment donné dans le roman. Heu, Est-on vivant seulement par la reconnaissance des autres? Dure question, hein, mais effectivement, je pense qu'il y a une importance de ça, parce que c'est important que les autres acceptent aussi, qui l'on est et pour le personnage, ben, c'est pour le coup, plutôt pour l'adolescent, c'est un des enjeux énormes. À partir du moment où cette jeune femme devient son amie et le reconnaît pour qui il est, bah, il commence à pouvoir avancer. Il se libère de juste ce monde virtuel dans lequel il est au début et il existe pour la première fois dans la «vraie vie» entre guillemets et il y avait tout un enjeu là-dessus et puis de la même manière, bah, pour l'écriture, je pense que ça marche pareil et pour tous ces sujets qu'on représente, bah, c'est important parce qu'il y a une sorte de parallèle qui se crée, de résonance qui se crée et c'est important. Après, bah, il faut aussi se détacher du regard des autres, donc ça, c'est tout un paradoxe, mais en même temps, on vit dans un monde, on vit avec d'autres personnes et le but, c'est de vivre quand même dans une communauté et pas d'être chacun dans notre coin. Donc c'est assez important d'avoir cette balance entre les éléments et c'est une question, infinie, hein, je trouve, dur d'y répondre de manière, drastique, quoi. À propos de questions qui sera peut-être difficile Mmh mh. enfin, à laquelle il sera peut-être difficile d'apporter réponse, on en a une, de Sébastien à Mmh. Genève qui nous dit: «Comment on gère une construction relationnelle non genrée et comment on l'imagine alors que notre société justement classe les relations en fonction du genre?» Waouh, vaste question, merci de l'avoir posée. Alors c'est très dur pour moi de répondre de manière catégorique parce que bon, je suis déjà pas sociologue, donc comme je disais, j'ai fait beaucoup de recherches, mais c'est pas toujours, tranché. En fait, j'ai aussi créé un truc fictif, mais pour moi, j'ai un espoir que justement, peu à peu, bah, les choses se dégenrent ou en tout cas se genrent d'une autre manière, d'une manière plus équilibrée. Alors c'est peut-être encore utopique, hein, on est, sur un cheminement, il y a de nombreuses étapes et c'est vrai que, bah, moi, c'était important de mettre en évidence que en tout cas, les cases emprisonnent et d'avoir peut-être justement des pistes de réponse avec l'amitié, l'acceptation et bah, le fait d'être en communauté d'une autre manière. Alors, je parle pas forcément de communauté alternative, hein, là, quand je dis ça, mais d'être dans une sorte de, volonté d'accepter l'autre et puis de dire: «Bah, en fait, heu, peu importe, juste je t'apprécie» et puis voilà, c'est ça qui est au centre. Donc, après ça répond pas forcément de manière politique, mais c'est aussi un des points, c'est que j'ai pas voulu forcément être militante, politiquement, parce que j'ai pas forcément toutes les réponses. En revanche, j'avais envie de souligner tout ça et je pourrais pas donner vraiment de système absolu. Je pense pas être non plus une philosophe, voilà. Mais je dirais que, bah, l'amitié et l'acceptation pour moi, c'était 2 notions importantes et le fait d'inclure les identités, bah, je trouve que c'est important pour justement arrêter d'être dans une sorte de méconnaissance, de peur aussi. Quand on connaît pas, l'inconnu fait peur. Donc plus on représente, plus on visibilise et ben, plus on va se dire: «Ah bah, OK, oui, ça j'en ai entendu parler, OK, peut-être je sais pas exactement comment réagir, mais je vais être sensible à la question, je vais demander à la personne: "Qu'est-ce qui est OK pour toi?"» Typiquement, une personne avec des pronoms, dont on a le doute, bah, lui demander et c'est des choses comme ça que j'avais envie de mettre en avant et il y a pas une réponse forcément au niveau de la société et du politique, mais par contre déjà des choses comme ça, je trouve que en visibilisant, on est plus attentif à ça et ça peut être déjà un premier pas énorme, en fait. On a encore une Oh. question. Alors j'étais pas sûre qu'elle s'adresse directement à toi, Vélia, Mmh mh. mais je pense, c'est avez-vous donc as-tu parce on te tutoie, oui, c'est vrai, on le fait dans tous nos podcasts, dans ton cercle d'amis proches ou moins proches, des personnes qui appartiennent au LGBT+? Tout à fait. Je dois avouer que, j'ai beaucoup de proches, alors de manière, générale, LGBTQIA+, bah, j'ai des personnes dans mon entourage et c'est ce qui m'a aussi, donné envie de visibiliser cette question. C'est en discutant avec ces personnes, de me rendre compte des difficultés, qu'elles pouvaient rencontrer, de aussi la méfiance justement que peut créer, bah, la méconnaissance. Aussi de voir, ben, les réactions un peu des fois épidermiques qu'elles peuvent rencontrer, qui m'ont donné envie d'écrire là-dessus. J'écris assez rarement sur ce que je vis moi parce que je me dis que je suis peut-être trop impliquée, et justement quand c'est une personne proche à laquelle j'ose poser assez librement toutes mes questions, bah, je trouve que c'est chouette parce que ça me permet de découvrir le sujet,
de me rendre compte justement des difficultés et peu à peu de ensuite, l'exploiter et de le rendre fictif, hein. Évidemment, c'est jamais des histo enfin, aucun des personnages du roman est une personne réelle. Par contre, j'ai utilisé leur vécu et pas justement une personne puisque j'ai rencontré plusieurs personnes et c'était pas uniquement mes amis, hein. Donc ça, c'est important dans mon pool de personnes qui ont accepté de me rencontrer. Il y a plusieurs personnes que je connaissais pas avant les rencontres et le but, c'était justement de m'éloigner après, une fois que j'ai fait cette première constatation par moi-même au niveau amical, de m'éloigner, de faire un pas de recul et de me dire: «OK, maintenant je vais me renseigner». J'ai une personne qui me sert peut-être entre guillemets «de référence» pour poser toutes mes questions sans trop me préoccuper parce que je sais que je peux et ensuite, hem de me dire: «Bah, je vais en rencontrer d'autres, je vais un peu cumuler les vécus pour ensuite créer une sorte de personnage fictif qui soit témoin du réel et qui me dise: "Ben, là, j'existe dans ce livre et je vais pouvoir, hem, représenter moi les enjeux que j'ai eu envie de mettre en évidence". Donc c'est absolument pas réel, pas réalité, mais par contre, c'est une idée d'être proche du réel. Et c'était important d'avoir aussi justement des proches, pour pouvoir avoir, moi-même le questionnement qui émerge et je pense que c'est important pour plusieurs sujets, hein, je pourrais écrire sur plein d'autres choses de cette manière-là. Donc voilà, c'est peut-être, une réponse, un peu à demi-teinte. J'ai pas dit qui, mais c'est pas ça l'important. Pour moi, c'était l'important de surtout, souligner que, ça m'a donné envie de m'intéresser au sujet, en fait. Et je pense que c'est l'importance de se dire: «Ben, là, il y a quelque chose à faire» parce qu'eux, il y a une toutes ces personnes, il y a une sorte de tristesse, des fois, qui est créée par ça, de peur, de réflexion de leur part aussi, de l'envie d'être en communauté que je trouve très importante, mais aussi des fois que je trouve, ben, dure parce que de se dire: «Eh ben, s'ils se sentent pas compris, c'est aussi qu'il y a un truc à faire, quoi». Donc ça, c'était tout un de mes enjeux aussi de dire: «Ben, en fait, j'ai envie que des personnes qui ont aucune idée de ce sujet se retrouvent face à ça et découvrent autrement, en fait, le sujet». Ça suscite, des réactions parmi les personnes qui nous écoutent. Toujours Christelle de Paris qui nous écrit: «Bravo Vélia». Merci. Et moi, j'ai envie de rebondir sur une phrase, qui figure aussi dans ton roman Mmh. et qui, à mon sens, résume assez bien le propos de la question de la mise en évidence, en fait, de ces minorités et de ces problématiques, que toutes les minorités rencontrent, en fait, quelles qu'elles soient, hein. Tu traites, ici des questions de genre de manière générale, que ce soit de sexisme, de transidentité et cetera, mais tu soulignais qu'effectivement certaines problématiques sont aussi très clairement rencontrées dans le milieu du handicap. Mmh mh. Et tu as cette phrase que j'ai personnellement trouvée très belle: «Les individus qu'on rencontre, on n'a pas besoin de les catégoriser pour les comprendre». Et je pense que c'est un merveilleux, mot de la fin pour parler de ton ouvrage à proprement parler, avant de passer à une rubrique qu'on aime bien avoir dans notre podcast qu'est-ce que tu as actuellement dans ta pile à lire? Alors tu m'as proposé foison Oui, d'ouvrages, comme beaucoup de personnes. j'imagine beaucoup d'écrivains, écrivaines en plus. On a tendance à beaucoup lire. Mais alors j'en ai plusieurs, je sais pas combien tu en veux, mais je vais t'en donner quelques-uns. On arrive gentiment Gentiment, à la je vais pas fin, abuser, donc hein. ne sois pas trop longue, mais tu peux les citer, mais peut-être développer sur un seul. Exactement. Alors là, je suis en train de finir La Fanatique de L'Olve Tillman, que je trouve incroyable. Je vais avoir du mal à développer que sur un seul, mais je vais développer sur celui-là, je crois, parce que je trouve que je suis en plein dedans et en fait, c'est le destin d'une femme. Je vais pas trop spoiler non plus, hein, donc je veux pas trop révéler tout, mais une femme qui est liée, au régime nazi et que je trouve très beau dans ce texte, c'est justement de montrer toutes les tensions, les enjeux qui ont autour de ce destin de femme et la mise en lumière qu'a fait Lolve Tillman, je la trouve très, très intéressante et aussi, l'importance de montrer que, elle met en avant plein de formes de génocide qui ont eu lieu, mais le fait qu'on peut se conditionner mentalement et je trouve qu'il y a quelque chose qui fait un peu écho avec ce que j'ai montré aussi, donc je trouve que ça marche assez bien et sinon, j'ai aussi Lorrain Voissart dans ma pile de lecture avec Au cœur de la bête, qui est un livre qui m'intrigue beaucoup. Je crois qu'il est venu au podcast, donc c'est Tout à fait, Laurent était voilà. notre invité du mois de février 2025, 2e épisode de la Mmh. saison 1, donc J'ai même voilà. pas triché parce que vraiment il est dans ma pile de lecture, donc je trouve ça très drôle. J'ai aussi un livre de Marlène Maurice, Falcata, que j'avais déjà lu, mais que je veux relire, donc voilà. J'ai un peu tendance à accumuler les lectures. J'ai encore Jean Egland, le après, la je sais plus comment il s'appelle. Pardon, j'ai un blanc sur Le temps le d'après. temps d'après, voilà, j'avais le mot après, qui est l'ouvrage qu'elle a sorti comme suite de Dans la forêt que j'avais adoré, sur lequel j'avais enseigné notamment, donc j'ai envie de le lire aussi et voilà donc une pile, qui s'accumule toujours, sans fin, je dirais.
Enfin, voilà. dont on pourra potentiellement, parler pendant le club de lecture qui va suivre ce podcast. Et avant de clôturer notre merveilleux échange, je te remercie Merci. encore beaucoup Velia, pour ta présence, avec nous aujourd'hui et d'avoir fait également le déplacement, de Sion à Genève pour l'enregistrement. On a l'habitude de clôturer ce podcast systématiquement par la question suivante. Pour toi, Mona, elle lira comment? Mona lira et ne figera pas les êtres dans un état ou un schéma. Un grand merci à toi, Velia. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était Mona Lira, le podcast de la médiathèque numérique accessible monalira.org. Nous étions en présence de l'autrice valaisanne Velia Ferracini pour discuter autour de son premier roman, Lave mes cendres, paru aux éditions Encre fraîche en ce début d'année 2025. On se retrouve dimanche 11 mai de 17h à 18h pour l'enregistrement du prochain épisode en live, avec possibilité également de participer via notre groupe WhatsApp. Inscription gratuite possible via le mail podcast @monalira.org monalira.org ou par WhatsApp au 0041 77 ou 77 pour les personnes vivant en Suisse, 530 23 63. Ce podcast a été monté avec le concours de Gianluca Alaria et son entreprise The Omon Collective, avec le soutien technique de Sébastien Schopfer sur une composition originale de Soundloose. Et si vous l'avez aimé, pensez à mettre une pluie d'étoiles et à nous suivre sur l'ensemble des plateformes d'écoute usuelles. À très bientôt!